commencerai peut-être par vous dire ce qui m'est venu à l'esprit spontanément quand on s'est mis d'accord sur ce thème. Le pouvoir rend-il fou ? Il y a deux images qui me sont venues tout de suite, et la première, vous l'avez sans doute en tête aussi, c'est celle de Charlie Chaplin jouant avec la map monde dans le Dictateur, et c'est sans doute une des illustrations les plus saisissantes de la folie du pouvoir. L'autre image, un peu moins clinquante ou un peu moins frappante, c'est celle de Jean Peyrelevade qui est passé à la télé il n'y a pas très longtemps pour présenter son livre sur le scandale du Crédit Lyonnais, et je suis tombée par hasard sur une interview de lui. Et il expliquait que ce qui l'avait amené précisément à publier un livre sur ce sujet plus de 20 ans après, c'est le sentiment que rien n'avait changé, qu'aucune leçon n'avait été tirée, et que les grandes entreprises françaises manquaient toujours aussi cruellement de contre-pouvoir, ce qui précisément les mettait à la merci du premier patron pris de mégalomanie venu, et malheureusement il soulignait que c'était quand même assez fréquent. Et donc, en pensant à ces deux images, je me suis dit que la réponse était dans la question que oui, bien sûr, le pouvoir rendait fou, ou qu'en tout cas, il pouvait rendre fou, mais qu'il était quand même intéressant d'aller voir, comme j'aime à le faire, du côté des grands patrons de la littérature, des romans, pour voir s'ils nous en apprenaient un peu plus sur cette forme de folie du pouvoir. Alors le premier patron littéraire auquel j'ai pensé, c'est le personnage principal de L'Argent, le roman de Zola, un roman que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas, qui raconte donc l'aventure éphémère d'une grande banque, depuis sa création jusqu'à son fiasco retentissant en passant par une phase d'hystérie boursière. Et le roman fait écho de façon très, très saisissante avec l'actualité, que ce soit pour dénoncer la bulle financière, l'opacité des marchés, la gouvernance, tous ces sujets. Et donc le personnage principal de L'Argent, le créateur de la banque, s'appelle Auguste Saccard, et il est, pourrait-on dire, l'archétype du grand patron fou et complètement emporté par sa mégalomanie, puisqu'il est habité par des rêves de grandeur tout à fait napoléoniennes, et que même s'il s'est promis au départ de créer une entreprise tout à fait solide et pérenne, puisqu'il a quand même déjà derrière lui un fiasco dans l'immobilier, et bien très vite, il part dans une fuite en avant délirante, il est aveugle à tous les clignotants qui s'allument, et il est aveugle aussi au conseil éclairé de son amie Madame Caroline, pleine de bon sens et de sagesse. Donc la faillite de la Banque universelle est inéluctable, il l'amène à la faillite d'une main très sûre, et tout ça se casse la figure. Alors ce qui est intéressant dans le personnage de Saccard, au-delà encore une fois du côté très archétypal et très lyrique, comme vous pouvez l'imaginer, de Zola, c'est que non seulement il manque de discernement sur l'entreprise, mais il manque de discernement également sur sa situation personnelle, sur son intérêt personnel. D'abord, c'est évident parce que la chute de l'entreprise signifie aussi sa propre chute, mais aussi, et ça je trouve ça assez passionnant, parce que même quand il est tout en haut de son pouvoir et de sa gloire, il est finalement tout à fait incapable d'en tirer parti pour lui. Et on en voit un exemple très intéressant dans ce que Zola qualifie de la minute culminante de son existence, où il est vraiment au sommet de sa gloire, et où tout ce qu'il trouve à faire, c'est de s'afficher à un bal avec une certaine Madame Gemont, qui est donc une courtisane très à la mode, dont le principal mérite est d'avoir vendu ses charmes très chers à Napoléon III, et pour laquelle Auguste Saccard n'éprouve ni sentiment, bien entendu, ni même le moindre désir. Donc, tout ce qu'il est capable de faire, encore une fois, au lieu de savourer sa victoire, sa gloire, son sommet, sa fortune, c'est d'être complètement esclave du paraître et des conventions. Et donc, on a l'impression, finalement, en lisant ce livre, que le pouvoir rend non seulement fou, mais aussi qu'il rend idiot. Alors, le petit point faible du personnage de Saccard, quand même, pour revenir à notre sujet, qui est le lien entre la folie et le pouvoir, c'est que, pour être tout à fait honnête, il est atteint de folie bien avant d'accéder au pouvoir, puisqu'il a... Bon, d'abord, c'est une ordure absolue, une ordure assez... voilà. Encore une fois, avec le sens de la mesure qu'on connaît à Zola, donc il y a quand même un viol à son actif qui est totalement dénué de toute considération morale. Et puis, au-delà de sa vie personnelle,
toutes ces initiatives en tant que chef d'entreprise sont guidées par des impulsions et des pulsions tout à fait irrationnelles. En l'occurrence, la décision de créer cette banque, c'est un sursaut d'orgueil à un moment où il s'est senti humilié par une remarque. Donc Saccard nage dans l'irrationnel en toutes circonstances, et donc sa folie des grandeurs, encore une fois, ne prouve pas grand-chose sur le lien entre folie et pouvoir. Donc j'ai essayé de trouver un autre personnage et j'ai pensé cette fois au personnage principal du Bûcher des Vanités, le roman de Tom Wolfe qui a d'ailleurs été adapté au cinéma et qui raconte cette fois la chute d'un richissime trader new-yorkais qui est bien entendu tout à fait au sommet de la hiérarchie sociale, du moins jusqu'à ce qu'il rate une sortie d'autoroute, et ça va être le grain de sable qui fait s'effondrer toute sa vie privée, puisqu'il se retrouve dans le Bronx, qu'il a peur d'être agressé par des Noirs, et que finalement il panique, et qu'il tue accidentellement un jeune Noir, et donc c'est le début de sa descente aux enfers. Alors ce qui est intéressant dans le personnage de Sherman McCoy, c'est que contrairement à Saccard, on a affaire cette fois à un spécimen qui est tout à fait, semble-t-il, sain d'esprit, qui a derrière lui, pour utiliser une expression que je n'aime pas beaucoup, un parcours sans faute, et qui, encore une fois, paraît tout à fait rationnel et mesuré. Et on va voir quand même que, avant même sa chute, le fait d'être très haut placé dans le pouvoir économique n'améliore pas son discernement. Alors pour vous démontrer ça, je vais vous lire un court extrait qui se passe donc au début du livre, alors qu'il est encore dans toute sa splendeur, à un moment où il a décidé de sortir le chien, pour faire sa promenade, alors qu'il y a une averse absolument torrentielle. Et la raison pour laquelle il souhaite absolument sortir le chien, qui lui n'est pas très motivé, c'est qu'en fait c'est un prétexte pour aller voir sa maîtresse. Donc je vous lis Sherman McCoy qui veut donc sortir son chien. Le monde était à l'envers. Qu'est-ce que lui, un maître de l'univers, fichait à genoux sur le carrelage de marbre, réduit à inventer des mensonges pour contrer la douce logique de sa propre femme. Les maîtres de l'univers étaient un ensemble d'effrayants bonshommes en plastique, moches et agressifs, avec lesquels sa fille, et c'était sa seule imperfection, adorait jouer. Ils avaient l'air de dieux débiles, déformés par l'haltérophilie, et portaient des noms comme Dracon, Aor, Manglered et Blue Tongue. Ils étaient étonnamment vulgaires, même pour des jouets de plastique. Et un jour, un de ces beaux jours, en pleine euphorie, après avoir passé un ordre sur des emprunts qui lui avaient rapporté une commission de $50,000 en 1 seconde, cette phrase précise avait jailli dans son cerveau. À Wall Street, lui et quelques autres, combien ? 300, 400, 500 étaient précisément devenus ça, des maîtres de l'univers. Il n'y avait pas de limite, aucune limite. Naturellement, il n'avait jamais même chuchoté cette phrase à qui que ce fût, il n'était pas fou. Et pourtant, il ne parvenait pas à l'effacer de ses pensées. Bon Dieu, ce n'était pas si terrible dehors. Sherman tira, mais le chien s'agrippait au tapis avec ses griffes. « Allons, Marshall !» Le portier le regardait. « Ça n'a pas l'air de lui plaire, monsieur McCoy. »« À moi non plus, Eddie, dit-il. » Et il songea qu'il se serait volontiers passé de ses commentaires. « Allez, allez, Marshall !» Maintenant, Sherman était sous la pluie et il tirait sur la laisse comme un forcené, mais le Dachshund ne cédait pas. Alors, il le souleva et l'arracha au tapis plastifié pour le poser sur le trottoir. Le chien tenta de filer vers la porte. Sherman ne pouvait pas donner plus de mou à la laisse, sinon il allait se retrouver à la case départ. Il tirait donc dans un sens et le chien dans l'autre, la laisse tendue entre eux. Une lutte à la corde acharnée entre un homme et un chien sur Park Avenue. Et pourquoi diable le portier ne retournait-il pas dans l'immeuble à sa place ? Voilà, donc on voit dans cet extrait que le pouvoir altère bel et bien sa lucidité, puisque même si Sherman McCoy est convaincu que ce sentiment de toute puissance qu'il habite est à la fois inavouable et absurde, il n'arrive pas à y échapper, donc il est quand même pris d'une espèce d'ivresse et de griserie, même si, encore une fois, on le voit dans cette scène, il suffit d'un chien un peu déterminé et d'une averse pour le renvoyer à sa condition humaine.
Donc ça, c'est un des aspects de sa folie. Il y en a un autre qui est le fait que, encore une fois, même quand il est tout en haut, il est obsédé littéralement par l'idée, le souhait d'aller encore plus haut, évidemment, et plus précisément de battre son voisin d'immeuble qui le toise chaque jour, le voisin d'immeuble en question étant supérieur à lui du fait de sa naissance, puisque, comme le dit Tom Wolfe, il est sorti des entrailles de sa mère associée de banque, donc le voisin appartient à la grande bourgeoisie new-yorkaise, alors que lui-même, si on remonte à quelques générations, a des origines plus modestes, et donc cette obsession de vouloir rattraper cette personne qui lui est supérieure par sa naissance est évidemment totalement, non seulement dérisoire, mais complètement vaine. Donc il y a une espèce de frustration très très puérile, on est un peu dans le Blanche-Neige, hein, miroir, miroir, dis-moi qui est le plus puissant, et le plus puissant restera toujours le voisin. Donc là encore, on voit bien que le pouvoir est doublé d'une forme de bêtise. Cette bêtise, elle se traduit encore d'une autre façon par le fait que, tout comme Saccard, il est totalement incapable de jouir de sa situation et de tout son pouvoir et de tout l'horizon des possibles que devrait lui ouvrir en principe le pouvoir, puisqu'il se voit dicter absolument toutes les composantes de sa vie privée, que ce soit évidemment la rue qu'il habite, l'école de sa fille, la marque de son costume sur mesure, la décoration de son appartement. Donc il n'en tire absolument aucune satisfaction, aucune liberté, au point qu'on en arrive même à cette conséquence cocasse que Tom Wolfe démontre très bien, qu'il a pratiquement du mal à boucler ses fins de mois, puisque contraint encore une fois à se conformer de façon très très méthodique et stricte à tous les attributs de ce type-là de pouvoir, finalement il est comme un smicard en difficulté à la fin du mois. Donc on a encore une fois cette impression d'après Tom Wolfe que le seul objectif, une fois qu'on est tout en haut du pouvoir, qu'on est riche et puissant, c'est de montrer au reste du monde qu'on est riche et puissant, ce qui tend à indiquer là encore que le pouvoir a un effet plutôt désastreux ou tout au moins très néfaste sur les qualités de discernement. Alors j'ai quand même trouvé un contre-exemple, je regarde Bruno parce que je crois que c'est un personnage qui lui est cher également, en la personne d'Averkamp, l'autodidacte génial créé par Jules Romain dans Les Hommes de bonne volonté, qui a donc commencé sa carrière très modestement en tant que parieur sur les champs de course et qui construit peu à peu un empire financier international absolument gigantesque. Et lui, contrairement à tous les autres, vous allez le voir, échappe à cette ivresse du pouvoir. Je vais vous lire un extrait qui se passe au tout début, alors qu'il vient de commencer son activité immobilière. D'abord, il y a chez lui un grand visionnaire. Depuis l'adolescence, il a été traversé presque quotidiennement par des rêves de puissance et d'action dont l'audace confinait au délire. Mais ce grand visionnaire s'est montré plein de patience avec la vie. Encore maintenant, à l'aube d'une entreprise dont il croit bien cette fois qu'elle fera sa fortune, il sait ne s'abandonner à l'esprit de vision que lorsqu'il le peut sans danger. Par exemple le soir, quand il a terminé tout son travail et qu'il va s'asseoir à la terrasse d'une brasserie, ou dans son lit avant de s'endormir, ou même au cours d'une promenade, dans l'excitation de la marche entre deux haltes consacrées à l'examen serré d'une affaire. Alors, il voit soudain des rues, des croisements de rues entre les palissades de terrain vague, des monticules pelés, tout un quartier en formation qui ondule. Et lui, Averkamp, est mêlé à tout ça, est présent à tout ça. Il se pousse dans les rues neuves entre les palissades, il travaille le sol, il efface les monticules, il est la substance qui fait fermenter les quartiers. L'immeuble Averkamp monte du sol, où il enfonce ses pieds de béton. Les immeubles Averkamp surgissent par blocs, forment des triangles, des quadrilatères. Ces visions sont le verre d'alcool, la dose régulière d'opium qu'il se permet. Mais dans l'intervalle, s'il est probable qu'il en ressente encore l'effet tonique, c'est sans les laisser intervenir le moins du monde dans les opérations pratiques de son esprit. Le verre d'alcool avalé, il retrouve tout son bon sens. Les visions ne débordent jamais sur les calculs. Elles sont un moment férié de la journée. Averkamp est donc un grand visionnaire
qui sait remettre ses visions à leur place. Voilà, donc je trouve qu'on voit bien dans cet extrait la dualité de sa personnalité qui lui donne évidemment un équilibre extraordinaire, puisque son ambition immense est compensée par un ancrage vraiment très solide dans la réalité, avec cette formule que je trouve extraordinaire du grand visionnaire qui sait remettre les visions à leur place. Il est donc conscient pleinement du caractère ambivalent de son ambition, un moteur surpuissant qui peut l'emmener très loin, à condition bien sûr qu'il ne s'emballe pas. Donc il fait preuve tout au long de son parcours d'une lucidité tout à fait exceptionnelle, ce qui se traduit, et c'est peut-être l'illustration la plus spectaculaire, dans son rapport avec les femmes. Alors les deux autres personnages dont j'ai parlé, comme beaucoup d'hommes puissants dans la littérature et sans doute dans la réalité aussi, profitent pour le coup de leur position de pouvoir pour conquérir les femmes et les renouveler aussi souvent qu'ils le souhaitent, ce qui évidemment correspond aussi à une certaine image de la femme, les femmes étant réduites à un des attributs du pouvoir tout à fait comme le costume ou les chaussures ou le reste. Et Avercamp, au contraire, prend le contre-pied de façon très très spectaculaire, puisque lui est convaincu que son pouvoir, loin d'être un levier pour conquérir les femmes, est en fait un obstacle majeur, puisqu'il rend très difficile de savoir s'il est aimé d'un amour véritable et désintéressé, et il est quasiment impossible de faire la part des choses entre sa personnalité et sa position sociale. D'où l'idée, puisqu'il est toujours très créatif, de se travestir en homme modeste, et d'aller chercher la femme aimée sous travesti, encore une fois, en personnage tout à fait banal, alors même qu'il est un des financiers les plus puissants d'Europe. Et finalement, quand son empire se cassera la figure, parce que son empire à lui aussi quand même va se casser la figure, c'est cette pirouette, ce contre-pied étonnant qui le sauvera. Donc, je trouve que cette illustration, encore une fois, cet effet, ce miroir, cette réaction aux antipodes de tous les hommes puissants qu'on trouve ailleurs, montre bien sa lucidité exceptionnelle et montre bien que lui est totalement à l'abri de cette perte de sens des réalités qui accompagne souvent le pouvoir. Alors, en conclusion, je dirais que le pouvoir ne rend pas toujours fou, mais que c'est souvent le cas, et que, encore une fois, cette folie est souvent accompagnée d'une forme de bêtise, ce qui est moins flamboyant, mais qui est quand même très triste aussi. Donc on en viendrait à rêver d'une cartographie des risques, dans laquelle, à côté du risque sismique ou du risque de réputation, on aurait un petit cadre avec le risque de crise de folie du PDG, et ce serait sans doute une très bonne idée pour la gouvernance des entreprises. D'où la nécessité, évidemment, de trouver des contre-pouvoirs, des garde-fous, et on le sait, les garde-fous institutionnels font souvent la preuve de leur inefficacité. Je vous lis une phrase de Jean Peyrelevade que j'ai trouvée assez frappante. Toute institution financière, dit-il, puisque c'est son sujet, non régulée, est appelée à faire faillite. Voilà qui a le mérite d'être clair et concis. Et donc, encore une fois, les contre-pouvoirs institutionnels étant faibles, on peut essayer de trouver d'autres garde-fous, d'autres remparts à la folie du pouvoir. Et j'en ai trouvé un assez original dans la littérature, et plus précisément dans l'autre roman de Zola, Au bonheur des dames, dans lequel donc le brillantissime Mouret, qui révolutionne le commerce de détail, est quand même lui aussi un peu guetté par la folie des grandeurs. Il fait pas dans le détail, et finalement ce qui vers la fin du livre le prémunit contre cette perte du sens de la réalité et cette espèce de folie qui pourrait le gagner, c'est la rencontre avec Denise, la modeste vendeuse, qui elle est pleine de bon sens et d'humanité. Et donc c'est quand même elle qui va d'une part l'amener vers un management plus éclairé, mais aussi le guider vers une deuxième étape de développement de son entreprise.
Donc j'ai trouvé que cette idée, un peu romanesque certes, mais tout de même très originale, de la folie de l'amour comme antidote à la folie du pouvoir, ouvrait des horizons intéressants.